La solution de l'énigme de la vie dans l'espace et le temps se trouve hors de l'espace et du temps. Cette remarque de Ludwig Wittgenstein se trouve en exergue du numéro 1 du bulletin de l'association Jans France, en français Association internationale pour l'étude des états proches de la mort. Nous avons, dans des entretiens précédents avec Louis-Vincent Thomas, appris la création de la branche française de l'Association internationale pour l'étude des états proches de la mort, et d'ailleurs Louis-Vincent Thomas en est le président. Nous avons vu que ces états limites peuvent être pour certains considérés en deçà, d'autres en delà de la mort, au-delà de la mort, avec un retour à la vie. Un certain nombre de témoignages font d'ailleurs état de ces expériences. Il reste à apprécier, bien sûr, la crédibilité de ces témoignages. Bien entendu, l'association en question entend mener ses travaux le plus rigoureusement possible. On ne peut nier qu'il s'agit d'un domaine fascinant d'ailleurs, mais aussi un domaine tabou. La mort en Occident est plutôt un objet d'un antidiscours, si j'ose dire. Et par ailleurs, c'est un domaine où l'accès direct est impossible par définition. Alors, n'y a-t-il pas une difficulté initiale pour une étude scientifique d'une telle matière, remarque Alain Descamps. À propos des travaux de cette association, est-ce qu'on peut parler d'une science de la mort? Et d'abord, pour commencer, depuis quand s'intéresse-t-on scientifiquement à cette problématique? Eh bien, pour le point qui nous intéresse, depuis environ 20 ans, dans l'Occident. Et donc nous pourrions dire qu'il s'agit d'une nouvelle science occidentale de la mort. Nous verrons après ce qui se faisait en Orient, qui est tout à fait différent. Mais parlons surtout de l'Occident. La mort est un sujet qui fait peur, sur lequel personne ne veut réfléchir. C'est pourtant la seule chose certaine dans notre vie. C'est une très grande inquiétude parce qu'il n'y a là-dessus qu'une question de foi ou de croyance. Or, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que des personnes sont allées expérimenter et travailler dans ce domaine en Occident, je dis bien. La première, c'est peut-être Elisabeth Kübler-Ross, qui est une grande dame, une femme extraordinaire qui actuellement voyage dans le monde entier et consacre ses derniers instants à la mort des enfants. C'est une personne suisse, allemande, toute jeune, qui, à la Libération, est allée dans un camp de concentration en Pologne, à Majdansk, pour s'occuper des personnes qui étaient en train de vivre leurs derniers instants. Et elle a découvert des choses extraordinaires. Elle a continué toute sa vie, et après, elle est allée aux États-Unis, à l'université de Colorado, où elle a commencé les premiers séminaires sur la mort pour les étudiants en médecine. Évidemment, on l'attendait en riant. Quand il est arrivé dans l'amphi, c'était un chahut abominable. On allait leur parler de la mort, sujet qu'il ne faut jamais aborder. Et elle a dit tout simplement, je devrais vous parler de la mort, mais comme je ne suis jamais morte, je ne sais pas ce que c'est et je n'en parlerai pas. Mais j'ai amené avec moi Linda. Linda est une jeune fille de 16 ans qui a un cancer en phase terminale et elle doit nous quitter dans quelques jours. Les médecins pensent qu'elle ne terminera pas la semaine. Et elle va vous dire ce qui s'est passé. Et Linda, donc, qui en plus était ravissante, a dit tout simplement que la peur qui l'habitait, pourquoi ses amis ne venaient plus la voir, pourquoi le vide se faisait autour d'elle, pourquoi les gens étaient effrayés quand ils venaient la voir, pourquoi ils mentaient tous. Et elle a clamé sa solitude. Bien sûr, le silence était fait dans l'amphi et à la fin de sa prestation, la moitié des étudiants avaient des larmes aux yeux. Et on a continué ce système. Et la revue Life est venue et a accordé à Elisabeth Kübler-Ross la première page de sa revue, ce qui l'a fait connaître dans le monde entier. Ce qu'elle a découvert, c'est finalement que le rapport à la mort passe par 5 phases. La première phase, c'est le refus. Non, c'est impossible. Dénégation totale. La deuxième phase, c'est la colère. Mais pourquoi m'en a-t-on laissé arriver là? C'est la faute du médecin, c'est la faute de ma famille, qui ne s'est pas occupé de moi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? En fait, ça n'arrive qu'aux autres, c'est la première fois que ça m'arrive à moi. Et puis, la troisième phase, c'est le marchandage.
car à force de chercher des responsables, on arrive toujours à Dieu. Et donc on s'adresse à Dieu et on dit « oui, mais plus tard. Seigneur, donnez-moi encore 8 jours, encore 3 mois. Laissez-moi voir le mariage de ma fille. Laissez-moi voir la naissance de mon petit-fils. Je vous promets de me réconcilier avec ma belle-sœur si je peux. » C'est bargain, le marchandage. Et puis arrive la 4e phase, qui est la phase de l'horreur. Oui, maintenant, et c'est horrible. Je ne veux plus voir personne, car je mourrai seul, et ça me concerne de la manière la plus intime. Et enfin, on arrive à la 5e phase, qui est l'acceptation. Oui, maintenant, et c'est très bien ainsi. Et ces personnes sont rayonnantes, ces personnes apportent énormément, car tout le monde a peur de la mort, mais quand quelqu'un a franchi la barrière et a accepté l'inéluctable, il apporte énormément aux autres car il les rassure. Et c'est la dernière mission de l'être humain, qui est le couronnement de sa vie, réussir sa mort et l'accepter. Voilà le premier accrochage de l'Occident sur la mort, ce qu'on appelait autrefois la bonne mort, la mort voulue, acceptée. Le deuxième travail a été fait par le docteur Moody, qui a écouté des personnes raconter ce qui se passait au moment de la mort. C'est ce qu'on a appelé les visions à l'agonie, ou bien on l'a appelé après les voyages aux confins de la mort. Ce sont des récits que les gens ont fait avec réticence. Certains avaient vécu cela il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et n'en avaient jamais parlé depuis. Et ils ne pouvaient pas en parler sans être émus pour un jour ou deux et pleurer abondamment. Alors, Moody, dans un premier livre, puis dans un second, a rassemblé 150 cas, 150 récits. Et donc, nous ne parlerons pas de la réalité, mais pour ma part, je parlerai de certains faits qui sont des livres où il y a des récits rassemblés. Voilà. Et ça, personne ne peut nier qu'il y a des gens qui ont fait des récits. Et à nous, les psychologues, de faire une analyse de contenu de ces récits. Alors, la première remarque, c'est que ces récits ont la même structure. Les détails varient, mais la structure est la même. Et Moody a découvert donc 15 étapes dans ces récits. La première découverte, c'est d'abord qu'on est toujours là. On est ailleurs, mais on est toujours là, on est souvent dans la pièce, mais on n'a pas disparu. Le principe de conscience est toujours là. Vous voulez parler de quelqu'un qui est censé être mort. Voilà, qui est entré dans le coma. Qui est entré dans le coma. Il s'agit de ce qu'on appelle aussi des états de coma dépassés. Voilà. Donc la personne, nous verrons après la question de la mort, la personne est entrée dans le coma, elle a quitté son corps, mais elle a un autre corps. Elle a un corps plus léger, plus subtil, comme un brouillard. Et elle doit d'abord se convaincre qu'elle est morte. Elle s'en convainc en entendant les gens dire « ça y est, elle est passée, elle n'est plus là, ça y est, elle est morte ». Et il se dit « mais alors je suis mort ». Car il voit la pièce, il voit les gens foncer vers lui. Et il dit « attention, 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 je suis là ». Et puis les gens le traversent. Et c'est là qu'ils comprennent qu'il est mort. Parce que le mort, c'est celui simplement qui ne peut plus communiquer avec ceux qui ont un corps de chair. Et que l'on peut effectivement traverser, et eux-mêmes peuvent traverser les murs, peuvent aller... il n'y a plus d'obstacles, ils ne sont plus dans le plan matériel. Alors, la troisième étape, c'est l'accueil par les personnes récemment disparues et les parents. Les parents sont là, et les personnes mortes depuis peu de temps sont là pour vous accueillir. Et puis, après ceci peut durer des heures ou des jours, et parfois quelques minutes. Et après, apparaît un sifflement énorme. Ils disent comme plusieurs avions en réaction qui franchiraient le mur du son au même instant. Et à ce moment-là se dessine un tunnel. On voit apparaître un long tunnel avec au bout une lumière. La personne s'engage dans ce tunnel et arrive vers la lumière. Elle débouche du tunnel et là, elle se trouve devant une lumière vivante. Une lumière éclatante mais non éblouissante. Et en général, ils entendent une voix leur disant « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Et la personne, à ce moment-là, revoit le film de sa vie en quelques secondes et se juge elle-même et estime ce qui a été bien, ce qui a été mauvais, les mauvaises décisions qu'elle a prises. Après apparaît
une zone frontière, sous forme très souvent et très curieusement d'un fleuve qu'il faut traverser, et où il y a même un vieux avec une barque. On est prêt à l'appeler Charon. Ou bien un brouillard. Et alors là, la voix leur dit, si tu vas au-delà, tu ne pourras plus jamais revenir. Et en général, ils se souviennent qu'ils ont encore un travail à faire sur Terre, un enfant à élever, quelqu'un à soigner, et ils se retrouvent dans leur corps, et ils hurlent de douleur, des douleurs de ce corps qu'ils ne sentaient pas auparavant. Et toutes ces personnes, évidemment, sont revenues. Voilà la structure commune de ces récits. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire effectivement, c'est que voilà, ces récits se présentent de cette façon, mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur la vraisemblance de ces récits et sur la possibilité de décoder et de comparer par rapport à une éventuelle réalité. Est-ce que ces récits sont effectivement des témoignages d'une extra-réalité ou est-ce qu'il s'agit d'une production assez cohérente avec un état mental ou psychophysiologique, ou etc. Je pense que c'est le psychologue lui-même se questionne là-dessus, je présume. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas moi qui ai commencé dans ce domaine. Tous les Américains, dès qu'est apparu ce livre qui a fait l'effet d'une bombe, ont violemment pris parti pour ou contre et ont discuté dans ce domaine. C'était évidemment le rassemblement de 150 récits. Ce qu'on a voulu savoir maintenant, c'est des pourcentages. Donc, des psychologues professionnels comme Kenneth Ring, des cardiologues comme le docteur Sabom, ont fait maintenant des pourcentages et des prélèvements dans leur hôpital ou dans une population et ont rassemblé des cas. Et Kenneth Ring a fait, lui, des pourcentages sur les principales phases que je viens d'énumérer. Alors, de nombreuses questions se sont posées, bien sûr. Je crois qu'il y a 4 groupes de problèmes. Le premier problème, c'est qu'est-ce que c'est que la mort ? En fait, il n'y a pas que ce domaine qui pose le problème de la mort. Il est posé, vous le savez, par de nombreux autres domaines. Nous ne savons plus ce que c'est que la mort. Pour dire les choses rapidement, il y a 2 possibilités. Ou la personne, quand elle discute, a finalement comme définition la mort, c'est l'état dont on ne revient pas. Et alors, évidemment, on ne peut pas discuter, puisque c'est l'état dont on ne revient pas. Ces personnes étant revenues, elles ne sont pas mortes. Ça, c'est une pétition de principe qui clôt la discussion. Sinon, il faut s'en référer à ce que disent les médecins. C'est-à-dire, elles ne respirent plus, le cœur est arrêté, etc. Et puis finalement, l'électroencéphalogramme plat pendant plusieurs minutes. Or, dans ce cas-là, Sabom a rassemblé des cas de personnes qui avaient eu un électroencéphalogramme plat pendant une demi-heure jusqu'à 1 heure et qui avaient eu un certificat de décès signé parfois par 2 médecins et qui sont revenus à la vie. Ils sont sortis de leur coma. Bon, on dira évidemment qu'elles n'étaient pas mortes, c'était un coma. Bien sûr, sans déficit en plus. Sans déficit. Oui, alors que l'on dit qu'au bout de quelques minutes, il y a destruction des cellules du cerveau et qu'on a des handicaps énormes et qu'on est, comme quand on sort d'un coma, de plusieurs mois. Dans ces cas-là, si la personne était hors de son corps, il n'y a aucune lésion cérébrale et aucun déficit. Bon, mais c'est un problème physiologique que je laisse aux médecins et que je ne veux pas aborder sur savoir s'ils étaient morts ou non. On appelle cela actuellement des états de coma dépassés. Et donc, on ne prononce plus le mot mort. Le deuxième problème que je veux évoquer, mais que je ne veux pas traiter non plus, c'est celui de la religion. Parce qu'évidemment, tous les religieux sont arrivés à ce récit. Alors, certains ont dit, voilà la preuve qu'il y a une après-vie. Alors, ces gens-là sont-ils allés au paradis ? Ont-ils vu Dieu ? J'ai dit la structure, ils ont vu une lumière blanche, non aveuglante. Et certains disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, c'est Bouddha. D'autres disaient, c'est Allah. Chacun la nomme, bien sûr. Mais en fait, quand ils décrivaient, c'était uniquement une lumière qu'ils avaient vue. Une grande clarté, c'est tout. Donc, certains religieux ont voulu tirer un argument dans ce domaine. Donc, effectivement, quand on est mort, on n'est pas mort. Quand on est mort, ça veut dire que le principe de conscience est séparé du corps. Mais le principe de conscience n'est pas annihilé. Par contre, ce qui ne va pas avec les religions, c'est qu'il n'y a pas de Dieu qui vient vous juger, et que dans ce cas-là, c'est un auto-jugement.
Mais ce sont des problèmes dans lesquels je ne veux pas rentrer du tout. Je voudrais uniquement dire que c'est une affaire de psychologie, et alors l'étudier en psychologie, car c'est là le plus intéressant et le plus important. Il y a des récits, ces récits ont été étudiés dans différentes régions des États-Unis. On a même fait un sondage. L'Institut Gallup, le plus célèbre tout simplement, a accepté de poser la question. Et finalement, il semble qu'il y ait eu 8 millions d'Américains qui aient vécu cette expérience. Donc nous ne sommes plus à 150 récits. 8 millions de personnes, selon le sondage, auraient vécu cette expérience. Ça veut dire que 8 millions de personnes ont été en état de coma dépassé? Oui. Il n'y a pas que cet état-là. Oui, hein. oui. Il peut y avoir de nombreuses causes. Alors, une objection que l'on a fait, dans les causes, il peut y avoir des accidents de voiture, des personnes qui se noient, et alors il y a beaucoup d'accouchements. Beaucoup de femmes, pendant l'accouchement, ont eu ce type de vision. Et puis, comme il y a de plus en plus de personnes soignées à l'hôpital, on se centre sur les cardiaques et sur les arrêts du cœur, bien sûr. Alors, pour les accouchements, l'objection, c'est que ce sont les drogues qui causent cela. Les différentes drogues d'anesthésie causeraient des visions, et ces personnes auraient des hallucinations. Problème, pourquoi sont-elles toutes les mêmes? Et il y a plusieurs enquêtes dans différents pays, et c'est pour ça qu'il est important d'en faire en France. Mais entre autres, il y a une enquête célèbre qui a été faite à la fois aux Indes par Haraldson et aux États-Unis, et qui montre que ce sont les mêmes récits que l'on fait. Simplement, ils disent « j'ai vu Shiva » ou « j'ai vu Vishnu », mais c'est le même récit qui est fait aux Indes. Alors, revenons-en à l'approche plus particulièrement psychologique, qui est celle qui vous intéresse, Voilà. pour voir quelles sont les propositions interprétatives que vous pouvez en faire. Donc, sur les faits, on a rassemblé pas mal de dossiers. Schoonmaker a rassemblé 2400 dossiers de personnes dans les hôpitaux. Et il a trouvé 1400 personnes ayant vécu ces états de vision au moment de la mort ou à l'agonie. Odette a fondé donc l'association IANS et récemment, donc vient de se fonder en France, la section française, enfin IANS France. Car il faut faire des recherches beaucoup plus précises dans de nombreux domaines. C'est un phénomène finalement extrêmement vaste. Entre autres, ce qui y est apparenté, c'est cette possibilité pour l'esprit de se trouver hors du corps. C'est ce qu'on appelle les sorties du corps, out of body experience, les sorties du corps. C'est un autre phénomène. Il y en a beaucoup. Dans IANS, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le rapport avec une psychothérapie, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, c'est l'effet sur la vie. Donc, il faut faire des recherches de personnes qui ont cette expérience depuis 15 jours, 8 jours, 3 mois, 4 mois à l'hôpital. C'est en train de se faire dans différents hôpitaux en France. Mais il faudrait aussi le rechercher chez des personnes qui ont eu cela il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Car ce que décrit Moody, c'est que ces personnes ont changé de vie. Après avoir frôlé la mort, après avoir fait cette rencontre, après avoir jugé leur propre vie, désormais, elles disent « je ne peux plus vivre pareil. Je sais ce qui est important. Ce qui est important, c'est aimer, c'est l'amour et la connaissance. » Et donc ces personnes n'ont plus peur de la mort. Ces personnes, désormais, deviennent altruistes, s'occupent des autres. Elles ont souvent un pouvoir d'apaisement considérable. Elles apaisent les gens au bord de la mort. Et là, nous trouvons une des conséquences que vous évoquiez, qui est l'accompagnement des mourants. Ces personnes peuvent le faire. Et puis, elles ont changé de vie, et certaines ne fument plus, ne sont plus alcooliques, ne se disputent plus, se sont réconciliées avec des membres de leur famille, etc. Enfin, tout un changement de vie complet. Alors, ce changement de vie, personnellement, je le rapproche pas mal du résultat d'une psychanalyse ou d'une psychothérapie. Or, parmi les psychothérapies ou les psychanalyses maintenant, il y en a une qui est centrée sur ceci, c'est le rêve éveillé qui a été organisé par Robert de Soal et qui est centré
à travers les rêves éveillés, sur la découverte de la lumière blanche. Et Robert de Soualle en faisait une psychothérapie pour changer la vie des gens. Et je crois effectivement qu'il y a une comparaison à faire. Robert de Soualle, qui a écrit son premier livre dès 1938, ne connaissait pas ces phénomènes. Alors, peut-être je ferai une parenthèse là-dessus importante, oui, car l'objection que l'on fait partout, c'est « mais pourquoi les médecins ne sont pas au courant ?» Eh bien, on a fait des recherches dans ce domaine et on a découvert que la dernière personne à qui on parlerait de cela, c'est son médecin. D'après les recherches, il y a plus la personne est basse dans la hiérarchie de l'hôpital, plus on lui parle. Il y a beaucoup plus de chances que l'on parle à une aide-soignante que l'on parle, oui, à une agent de service, qu'à une aide-soignante, qu'à une infirmière. Et encore moins, évidemment, à un interne ou à un médecin. Car ceux qui ont essayé d'en parler une fois dans leur vie ont vu l'horreur sur le visage des autres, et certains, on les a amenés de force voir des psychiatres. D'où c'est l'accusation de la folie. Donc c'est un secret honteux que l'on tait. Il m'est arrivé une chose extraordinaire, démente, et je préfère le cacher. Et voilà pourquoi on n'en parle pas. Et voilà pourquoi des médecins peuvent passer 30 ans, 50 ans dans un hôpital sans jamais en avoir entendu parler une seule fois. Surtout ceux qui sont d'idéologie matérialiste. C'est pas à eux qu'on va se confier. Il faut, pour que les gens en parlent, qu'ils se sentent en confiance. Et effectivement, c'est le travail de la psychothérapie. Il faut qu'il y ait une relation qui puisse se faire. C'est tout à fait intéressant. Cependant, je reste avec l'objection que j'avais signalée au départ, c'est-à-dire on peut s'en servir comme un matériel sur lequel on peut réfléchir, on peut analyser, etc. Et de ce point de vue, ça me paraît évident qu'il est dommage que la parole ne puisse pas circuler tout à fait ouverte. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des moyens d'arriver à contrôler, parce qu'il y a tout de même une question qu'on se pose, qu'on soit matérialiste ou pas matérialiste, on se pose tout de même la question de cette idée de l'état de conscience qui pourrait aller au-delà de la mort du corps, c'est-à-dire, sauf le matérialiste, enfin je veux dire celui qui est encore plus matérialiste que le matérialiste, mais en dehors de ça, il y a toujours cette espèce de petit doute qui peut exister chez chacun de nous. Et par conséquent, je crois que tout le monde est intéressé par l'idée de savoir si on pourrait, autrement que par la foi ou la croyance, comme vous le disiez, avoir une certaine idée de ça, parce que c'est pas au psychanalyste que vous êtes que j'apprendrai qu'entre le récit de l'analysant et la réalité, il y a une différence et même une distance. Bien sûr, ce sont des fantasmes, on peut dire que c'est cela, des visions, des fantasmes, du délire. Il faut quand même reconnaître que c'est une résurgence, que dès qu'on recherche les traditions, on en trouve partout. Par exemple, Platon en a parlé. En racontant l'histoire de R, le Pamphilien, qui était resté, je crois, 4 jours sous un tas de cadavres. Il y en a un peu partout, des personnes de ce type-là. Il y a aussi la possibilité de faire des sorties du corps. De nombreux saints, et entre autres Sainte Thérèse d'Avila, et elle a eu un coma, elle est morte, et puis elle est ressuscitée, et elle a changé de vie. Elle est devenue Sainte Thérèse d'Avila. Donc il y a de très nombreux récits. Moody a fait les efforts les plus grands pour trouver des rapprochements avec la Bible. Et il y a évidemment l'histoire de Lazare, il y en a beaucoup d'autres. Mais en fait, c'est inutile. Nous avons, car maintenant je n'ai parlé que de l'Occident, mais nous avons en Orient des spécialistes de cela, qui le connaissaient déjà et qui travaillaient là-dessus. Ce sont les lamas tibétains. Les lamas tibétains ont une science extraordinaire de l'agonie et de la mort. Et il y a un livre qui s'appelle le livre des morts, et je pense que nous sommes en train, dans la science occidentale, d'en confirmer une toute petite partie, quelques pages, mais qu'eux savent comment ça se passe dans les états intermédiaires entre plusieurs vies et ce qu'il y a dans ce qu'ils appellent les états intermédiaires. Alors, je pense que ceci a beaucoup de conséquences. Ça change notre vision du monde, ça élimine la peur de la mort. C'est une aide très importante, même si ce n'était que des délires. Ces gens sont délirants, admettons, mais ils sont sains d'esprit, ils ont une vie posée, beaucoup plus qu'avant, et ils peuvent aider ceux qui ont des cancers en phase terminale. Il y en a de plus en plus maintenant, d'où l'organisation des services alternatifs, des centres antidouleurs,
et tout ce problème où maintenant on a décidé que les gens ne devaient pas être mis sous appareillage médical, mais pouvoir choisir leur mort et atteindre finalement un passage qui est le plus important. Le plus important de sa vie, c'est le dernier instant, c'est la sortie, c'est ce qui couronne une vie. Et donc je crois que l'apport de cette nouvelle science occidentale de la mort, c'est de changer le sens de la vie en faisant que la mort ne soit plus la fin absurde d'une vie dénuée de sens.